Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que soulagé qu'on puisse se retrouver aujourd'hui ensemble sans vivre un cauchemar absolu. J'ai l'impression qu'on n'en était pas loin. Évidemment, l'événement marquant de la journée d'hier, c'est le malaise cardiaque de Christian Eriksen. Toutes les nouvelles qu'on reçoit aujourd'hui, qu'on continue de recevoir, en tout cas à l'heure où je m'enregistre, sont positives. Donc voilà, soulagement énorme. Je pense que personnellement, c'est le moment le plus terrifiant, traumatique aussi avec les images qu'on a vues, mais terrifiant que j'ai vécu dans ma vie de suiveur du foot. Ça a l'air de se finir plutôt bien, et donc soulagé qu'on puisse se retrouver aujourd'hui ensemble pour en parler. Force à Christian Eriksen, énorme force à Christian Eriksen. J'ai un petit peu hésité avant de faire cette vidéo, mais pas très longtemps. Je pense que fondamentalement, déjà ça fait du bien de la faire, ça fait du bien de pouvoir vivre un moment normal et de se dire qu'on a esquivé, qu'on a évité ce drame. Ensuite, je pense que les joueurs danois ont repris la partie. Les joueurs danois ont voulu reprendre suite à la conversation qu'ils ont pu avoir avec Christian Eriksen. Alors apparemment, selon les toutes dernières informations, les options ont été un peu limitées, et sans doute que la part de responsabilité de l'UEFA dans cette reprise n'est pas totalement à écarter. Mais on a vu dans les attitudes, au moment de la reprise de Peter Schmeichel, de Simon Kjær, un capitaine absolument exemplaire, que ces joueurs danois voulaient reprendre, qu'ils ont repris, qu'ils ont joué pour Christian Eriksen. Et dans ce cadre-là, je ne me voyais pas non plus pas faire de vidéo. Donc voilà pour ce préambule. Il n'y aura pas de Christian Eriksen sur la miniature de cette vidéo, sur le titre de cette vidéo. Évidemment, ça semble risible de le dire, mais le but, c'est pas de faire passer cette affaire au second plan, c'est pas de l'utiliser pour X ou Y raison. Il faut en parler, j'avais envie d'en parler, et maintenant on va passer un petit peu au jeu pour essayer de passer à la suite, et parce qu'on a quand même un bel Euro devant nous. Donc voilà, j'avais envie de parler de ce Danemark-Finlande, aussi pour ce qui s'est produit sur le terrain. En dehors du terrain, sur les tribunes, déjà, c'était un grand plaisir de retrouver un stade à l'anglaise. C'était le premier match de 7 euros, c'était le troisième match de 7 euros, mais le premier où on avait vraiment une belle ambiance, comparé au stade olympique de Rome, comparé à Bakou à 15h. Là, très belle ambiance à Parken, à Copenhague. Deux équipes qui ont démarré avec beaucoup d'énergie aussi, franchement, avant cet événement malheureux. On était parti sur de très belles bases, avec un Danemark assez séduisant aussi. C'est ce que je me suis noté sur la première demi-heure, ce beau Danemark, énormément de mouvements, du jeu combiné autour de la surface, de la qualité technique sur toutes les zones du terrain à peu près, beaucoup d'appels, beaucoup de disponibilité, et un peu de variété sur coup de pied arrêté aussi, peut-être que vous l'avez noté, mais les premiers corners, notamment tirés par Christian Eriksen, le Danemark cherchait à inonder la ligne de but, tous les joueurs positionnés sur la ligne de but, et un corner tiré très près du gardien. Sur d'autres coups de pied arrêtés, d'autres corners, on cherchait plutôt un joueur isolé au second poteau. Voilà, je pense que c'était Joachim Meile à un moment. C'était intéressant, et ça a conduit la Finlande à se retrouver en très grande souffrance. Alors elle était volontaire, elle était engagée, mais très difficile pour elle d'exister. À l'image de Teemu Pukki, sur une séquence, on l'a vu, rattrapé par Simon Kjær alors qu'il y avait de l'espace qui s'ouvrait devant lui. On a vu à quel point il n'était pas un joueur de grand espace. Après, il y a eu ce moment terrifiant, plus traumatique que dramatique, heureusement, mais qu'on imagine quand même avoir sonné un petit peu les Danois. C'est ce qu'on a vu sur la reprise. Même s'ils sont repartis avec beaucoup d'enthousiasme, ils ont pêché dans des moments clés, c'est ce qui leur coûte le match. Et ces moments clés, c'est difficile de pas y avoir une lecture un peu psychologique, c'est difficile de pas avoir un contexte émotionnel particulier, parce qu'ils s'articulent principalement autour de deux grosses erreurs. C'est la main pas assez ferme de Peter Schmeichel, et c'est le penalty raté de Pierre-Emile Højbjerg. Forcément, dans ces moments-là, on se dit que l'événement autour d'Eriksen, que le contexte psychologique a dû fragiliser le Danemark sur ces moments clés. Donc ça, c'était important. Ils ont aussi globalement manqué de justesse dans le dernier tiers. Il n'y a pas seulement ces deux actions qui comptent. Manquer de justesse dans le dernier tiers, peut-être un petit peu comme la Suisse sur le match juste avant. Mais après, même sans ça, ils ont quand même été nettement au-dessus de la Finlande sur la production. Le match termine à 22 tirs à 1. Un seul tir pour la Finlande. C'est son but. Donc voilà, ça dit beaucoup de choses. Les leçons qu'on peut tirer de cette victoire historique de la Finlande, niveau jeu, il n'y en a pas beaucoup. Évidemment, pour la Finlande, c'est magnifique de remporter le premier match de son histoire à l'Euro, en plus contre le Danemark, un rival local, à Copenhague. On imagine que c'est un très grand moment, festif, maintenant forcément nettement amoindri, et on l'a vu au moment des célébrations aussi, pour des raisons évidentes. Si on est positif autour de cette Finlande, on se dit qu'ils ont été solides à 0-1, même si un peu fortunés de, par exemple, pas encaisser le penalty de l'égalisation. Et avec une victoire sur le premier match, de sérieuses chances d'aller gratter le huitième de finale, surtout quand on a vu aussi la prestation de la Russie contre la Belgique, qui prend un 0-3.
Donc très très positif comme début de tournoi pour cette Finlande, en tout cas sur le terrain. Et niveau Danemark, je dirais qu'on n'est pas forcément inquiet pour la suite quand on voit la qualité qu'ils ont eue. À bien des égards, ils ont été très fidèles, je trouve, à leur rang d'outsider. On a vu une des équipes collectives les mieux organisées du tournoi, les plus intéressantes sur sa production avec ballon, comme on l'a dit, beaucoup de disponibilité dans les appels. Maintenant, ils ont plus beaucoup de cartouches. Quand tu perds ton premier match, ton match d'ouverture, contre l'adversaire qui était présumé être le plus faible du groupe ou un des deux plus faibles, plus beaucoup d'opportunités. Et est-ce qu'ils vont pouvoir remonter la pente psychologiquement après ce grave événement, surtout quand on connaît l'importance de Christian Eriksen sur le terrain aussi. Donc voilà, ça c'est un gros point autour de Danemark-Finlande. Et même si sur la dernière vidéo, le premier épisode de Rejour, on avait inauguré une nouvelle catégorie, la note du match, ici il n'y aura pas de note du match pour des raisons qui sont elles aussi évidentes. Donc voilà Danemark-Finlande. La deuxième rencontre dont je voulais parler, c'est bien sûr celle de 15h, juste avant Suisse-Pays de Galles. Un match nul où peut-être que les deux peuvent avoir des regrets. Le Pays de Galles sur la fin, parce qu'à 0-1, ils ont été plus entreprenants, et s'ils avaient eu cette approche sur tout le match, qui sait. Maintenant, l'équipe qui a de gros regrets, c'est surtout la Suisse, qui a été pendant longtemps bien plus en vue, qui passait beaucoup par les côtés. J'ai trouvé Mbabou notamment très actif, très tranchant, trouvait des bons intervalles, amenait du danger, que ce soit par le dribble comme par la passe. La Suisse, de manière générale, utilisait beaucoup l'arme du jeu long bien travaillé, pas du jeu long de dégagement, du jeu long qui répondait à des combinaisons, beaucoup de jeux de piston à piston. Ricardo Rodriguez pour Mbabou, je pense qu'on a vu cette transmission 3 ou 4 fois, du jeu oblique, des ouvertures. Finalement, il y a une grosse qualité de passe longue du côté de la Suisse, que ce soit Xhaka, que ce soit Freuler, que ce soit les centraux, Akanji, Elvedi, et puis Ricardo Rodriguez par exemple. Même sur les coups de pied arrêtés, qui ont été globalement très bien tirés, j'ai trouvé, avec des combinaisons, avec de la variété, mais toujours bien fouettés, mis dans des zones intéressantes, un peu facilité par le fait que Ward, le gardien du Pays de Galles, sortait jamais aussi. Il boucle cette première période avec une énorme domination, il termine avec 72% de possession, 11 tirs à 2. Après beaucoup de gâchis aussi dans le dernier tiers, à l'image d'Aris Seferovic, et pas assez de jeu intérieur non plus j'ai trouvé. Shaqiri qui a été assez peu mis dans des zones intéressantes, assez peu sollicité. Voilà, je pense que la Suisse, sur ce premier acte, est beaucoup passée par les côtés, aussi parce qu'elle ne réussissait pas à trouver ce qui était son meneur de jeu dans ce 5-2-1-2. Le 1, le Shaqiri numéro 10, n'a pas été assez trouvé dans des zones intéressantes, demi-espace entre les lignes. Donc voilà, ça pour moi c'était un petit malus, un petit point négatif. Après, heureusement, ça a bien été compensé par l'apport d'un homme en seconde mi-temps, dans cette zone spécifiquement, dans le cœur du jeu, avec beaucoup de percussions, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'impact physique aussi, c'est bien sûr Mbolo. On l'avait vu un petit peu déménager son vis-à-vis en toute fin de première période, sur le ballon qui remise justement pour Seferovic. Je pense qu'il a beaucoup appris de cette situation, peut-être que Petkovic lui en a parlé aussi, mais globalement, après, il a vraiment déménagé la défense dans son ensemble, il a beaucoup décroché au cœur du jeu, et a déchiré l'axe avec des incursions balle au pied sur 30 mètres, 40 mètres parfois. Elle a porté ce côté très direct et tranchant au jeu de la Suisse. Il marque sur corner, donc super positif, mais le corner lui-même est consécutif à une de ses percées. Il a eu 3 ou 4 courses comme ça, très impressionnantes. J'en ferai mon homme du match sans aucun problème. Maintenant, le souci c'est qu'à 0-1, les Suisses ont un petit peu changé d'approche, alors qu'ils étaient de plus en plus séduisants sur une pente ascendante. Une fois qu'ils ont acquis cet avantage au score, quelque part, ils sont rentrés dans une forme de confort, ou en tout cas ont été moins entreprenants, moins ambitieux, et ont laissé progressivement l'initiative de la partie au Pays de Galles, qui est revenu dans le match. Il y a une stat qui l'exprime bien, c'est que juste après le but, vers la 55e minute, la Suisse est à 15 tirs à 2 seulement pour le Pays de Galles, mais ça termine à 18-9, donc sur ce dernier tiers de match, il y a 7 tirs pour le Pays de Galles, seulement 3 pour la Suisse, alors que la Suisse avait bien dominé l'entame. Et malheureusement, tu concèdes le but de l'égalisation sur cette tête de Kiefer Moore, une des seules armes du Pays de Galles, totalement oubliée au marquage, c'est dommage. Donc la leçon qu'on en retire pour la Suisse, c'est qu'il faut jouer les 90 minutes. Peut-être Gavranovic au lieu de Seferovic aussi, ça se discute, ça se tente. Et peut-être un petit peu plus de responsabilisation d'Mbolo dès le début du match, maintenant qu'on a vu ce qu'il était capable de faire via ses percées. Voilà, j'ai trouvé que la production était pas mauvaise, plutôt encourageante pour la suite, quand on est suisse. Maintenant, dommage de ne pas prendre des points contre ces Gallois qui ont été assez faibles, pas très protagonistes. Pour une équipe qui a Ramsey, Bale, James, niveau production, c'était quand même un peu décevant. Et du coup, si ici on devait donner une note au match,
bah, ça volerait pas très haut parce que même si Mbolo, même si un peu de dynamisme apporté via sa percussion, même si un peu de variété tactique avec ses circuits gelons, etc., bon, ça va jamais vraiment basculer dans la folie. Le stade de Bakou, les supporters étaient vraiment très loin, donc pas beaucoup d'ambiance. Je mettrais 8 sur 20 au maximum. Dites-moi quelle note vous mettriez, on en a parlé un petit peu dans la vidéo d'hier. J'ai adoré vos notes, surtout j'ai adoré vos justifications, ça permettait d'avoir un échange assez riche, je trouvais, dans les commentaires. Donc voilà, je suis plutôt content de cette trouvaille niveau rubrique. Et n'hésitez pas à me donner, vous, votre note pour le match de la Suisse, si vous l'avez vu. Et enfin, Belgique-Russie. On va quasiment rien en dire parce que j'ai raté la première demi-heure en finissant Danemark-Finlande qui du coup a été repoussée. Donc difficile de vous en dire beaucoup de choses, peut-être simplement que la Belgique a montré qu'elle avait la réserve, de la profondeur sur le banc, vu qu'elle démarrait quand même ce match sans Kevin De Bruyne, sans Hazard et sans Witsel. J'ai trouvé par exemple que Torgan Hazard avait été très bon, Yannick Ferreira Carrasco aussi, notamment sur une percée. Et puis Lukaku, on en parlait hier, on l'évoquait dans la preview, dans le prono, on parlait de son côté très leader, responsabilisé. Il m'avait fait forte impression en préparation. Après un but notamment, on l'avait senti extrêmement énergique, voilà, enthousiaste, investi. Bah là, à nouveau, et en plus de ça, ajouter l'efficacité. Alors ça, c'est pas tout à fait récent, et ça aussi, on en avait parlé dans une analyse spécifique cette saison. Mais vraiment, le pied ne tremble plus. Les face-à-face sont régulièrement convertis. Gros match de Lukaku qui est peut-être notre homme de la journée du coup, pour faire référence à un commentaire hier qui me disait qu'on pouvait peut-être inaugurer cette rubrique aussi. Voilà, gros match de Lukaku et globalement une belle entrée en matière de la Belgique, maintenant à nuancer peut-être, vu ce que la Russie a montré. Et alors pour finir, mes pronos, la section preview des matchs de la journée, des matchs qui vont démarrer dans quelques heures au moment où vous regardez cette vidéo. Ça commence avec Angleterre-Croatie à 15h à Wembley, la revanche de la dernière demi-finale de Coupe du Monde, et j'ai l'impression que depuis, les courbes se sont un petit peu inversées. J'ai l'impression que cette Croatie est plus faible qu'en 2018 et que l'Angleterre est plus forte, avec toujours assez peu de certitude, mais quand même à progresser à des individus encore plus intéressants. Ce sera un match révélateur pour l'Angleterre, super intéressant. On attend vraiment l'entrée en matière de cette Angleterre. Et puis à domicile, elle n'a pas trop rassuré sur ses derniers matchs de préparation, mais j'ai quand même du mal à aller contre elle à Wembley, donc je mise sur l'Angleterre à 1,64. Ensuite à 18h à Bucarest, c'est Autriche-Macédoine du Nord. On a eu 2 fois Autriche-Macédoine en qualif, et 2 victoires de l'Autriche, c'était 2-1 et 4-1, mais maintenant ça remonte un peu, c'était en 2019, et depuis l'Autriche reste sur des performances assez désastreuses en 2021. Alors, il y a une seule victoire en 5 matchs, c'était contre les îles Féroé, sur les 5 derniers matchs. Ils ont été balayés par le Danemark à la maison 0-4, alors que la Macédoine, de son côté, a battu l'Allemagne fin mars 2-1, un match qui avait fait beaucoup de bruit. Donc peut-être un petit piège sur cette rencontre, peut-être une grosse surprise en perspective, et peut-être une opportunité quand on voit la Macédoine qui est cotée à 6. J'ai du mal à aller totalement contre l'Autriche, voilà, j'ai du mal à me dire que la Macédoine va l'emporter, mais pourquoi pas quelque chose comme Macédoine ou nul à 2,06. Attention quand même, je pense que de manière générale, tous les pronos ici, que ce soit sur Angleterre-Croatie, Autriche-Macédoine du Nord et ensuite Pays-Bas-Ukraine, c'est assez difficile d'être confiant, et je mets un gros signe danger, attention. Donc voilà pour ces 2 premiers matchs, et ensuite Amsterdam à 21h, c'est Pays-Bas-Ukraine. Le vrai choc du groupe, un des matchs que j'attends le plus, déjà parce que j'adore les Pays-Bas, j'adore Amsterdam, j'adore la Johan Cruyff Arena, je pense qu'on va avoir une très belle ambiance. Et je place aussi de gros espoirs en cette Ukraine, que j'avais fait une de mes surprises potentielles dans ma vidéo preview il y a quelques jours. Après, même si les choix de Frank de Boer me font un peu peur, même si les Pays-Bas arrivent pas avec un maximum de confiance, de certitude, je vais regarder leur grosse production sur les derniers matchs, c'est une stat qu'on aime bien regarder en ce moment, le nombre d'occasions créées sur les 10 derniers matchs, il y en a 111, c'est énorme. Et je me dis que ça pourrait être assez, donc Pays-Bas à 1,64, mais je m'attends à un match assez disputé, super intéressant. Et voilà, le combiné de ces 3 matchs s'élève à 5,54. J'irai pas nécessairement dessus. Je pense que combiner de manière générale c'est risqué, mais là encore plus, parce qu'on a 3 affiches qui me semblent être potentiellement assez piégeuses. Je sais pas si je miserai sur les rencontres d'aujourd'hui. Mais donc voilà pour mes petites intuitions. Si la partie prono et si la partie pari vous intéresse tout de même, que vous êtes majeur responsable, que vous sentez en capacité de parier de manière très responsable, vous pouvez le faire sur BetClick. Si vous avez prévu de vous inscrire sur BetClick, n'hésitez pas à le faire avec le code promo WILOU, ça vous donne un bonus d'inscription, c'est 200 € offerts, ou c'est le premier pari remboursé à hauteur de 200 € si perdu, et
Ça me donne aussi une très belle commission en utilisant le code promo Willou. Très belle manière d'aider la chaîne et ça m'aide beaucoup en ce moment, donc je vous en remercie déjà. Et n'hésitez pas à le faire. Voilà en gros pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner vos notes pour les matchs en commentaire. Comme d'habitude, vous savez qu'on se retrouve tous les jours à 7 h sur la chaîne pour parler des matchs écoulés et des matchs qui vont suivre. Donc si ça vous intéresse, que vous voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, très bonne manière de m'aider aussi. Et voilà, merci de votre soutien, très bonne journée à tous, très bon match de l'Euro à tous, l'Euro qui continue. Pour notre plus grand bonheur, on se retrouve demain pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, passez une très bonne journée, très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit donc à bientôt. Bisous.